Africa, Africa, mon Afrique. Et je vais commencer par quelqu'un de très connu au Sénégal, qui s'appelle Abdoulaye Wade, qui a été chef de l'État et qui a été professeur d'intégration africaine pendant plusieurs années à l'Université de Dakar. Il m'a dit une fois, on discutait de cette question justement, on échangeait un échange très très intéressant, parce que vraiment c'est un éminent panafricaniste et un grand connaisseur de l'intégration africaine. Alors il me dit, je lui ai dit, Président, je pense qu'une des graves erreurs du combat panafricaniste, Nkrumah, Cheikh Anta Diop et tous leurs prédécesseurs nous disent exactement la voie de la renaissance africaine, qui est la mise en œuvre du panafricanisme via l'État fédéral africain. Et nos chefs d'État qui ne voulaient pas, au fond, de l'unité africaine sous sa forme fédérale, nous ont proposé l'intégration africaine. Ils ont essayé de nous convaincre que l'intégration africaine, l'intégration pas à pas, comme ils disent, étape par étape, l'intégration via la voie économique, c'était ça qui allait nous mener effectivement à un niveau supérieur d'unité, donc aux États-Unis d'Afrique. 50 ans après la mise en œuvre de cette politique, les résultats sont là. Désastreux pour l'essentiel. Désastreux parce que l'Afrique est le continent le moins intégré du monde. Et l'intégration a parfois même renforcé la désintégration. C'est là où des entités existaient avant et les peuples pouvaient se mouvoir librement vers le Mali, le Sénégal, le Niger, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, etc. Ces peuples aujourd'hui font face à plus de barrières qu'elles n'en avaient il y a, mettons, une centaine d'années ou un peu plus d'une cinquantaine d'années. Donc si on analyse très bien, et ensuite bien entendu les rivalités, les luttes de pouvoir au sein de la CEDEAO dont je reparlerai. Alors le président Wade me dit, tu as tellement raison sur ce point que tu peux demander à tous mes étudiants en cours d'intégration économique africaine qu'après avoir enseigné l'intégration économique toute l'année, ma conclusion était invariablement la même. Je disais à mes étudiants, tout ce que je vous ai dit sur l'intégration économique africaine prouve que l'intégration est avant tout politique. Parce que c'est ça le distinguo qu'il faut faire, l'opposition paradigmatique qu'il faut créer entre l'intégration économique et l'unité politique. Cheikh Anta Diop, qui est la deuxième référence en matière de rejet de cette démarche via l'économie, a dit des choses tellement rationnelles, tellement simples. Il dit l'unité, c'est le domaine de l'idéal. Nous voulons nous unir, c'est dans le domaine de l'idéal, c'est ce qui est mieux pour nous, on le pense, on le défend, etc. Et il dit nos chefs d'État choisissent un domaine qui est par excellence un domaine de compétition et de division, le domaine de l'économie. L'économie, ce n'est pas fait pour venir avec des sentiments. Chacun vient pour défendre, comme pour ainsi dire, ses intérêts. Et avec cette belle métaphore de l'unité politique de l'Afrique de l'Ouest est réalisée, nous avons les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, nous nous réunissons immédiatement pour dire que les États les moins avancés doivent être tirés par les États les plus avancés. Conclusion, à l'époque, on parle des années 75, 76 et après, début des années 80. Le Niger, par exemple, qui n'avait aucune infrastructure majeure et qui pourtant avait des ressources agricoles extraordinaires, les céréales, les ressources animalières, la viande, etc. Comment faire pour que le Niger ne soit pas totalement enclavé, qu'il soit tiré, drainé vers le centre de l'économie ouest-africaine et que le Niger puisse pratiquer aussi son droit d'accès au littoral et que le Niger puisse fournir pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest en ressources animalières et aussi bénéficier en échange de ce que nous pouvons, avec les ressources halieutiques, à partir du Sénégal, des autres pays, apporter au Niger. Donc ça, c'est parce qu'on a une unité politique qu'on peut s'asseoir autour d'une table, dire c'est quoi le budget de la communauté. On dit, mettons, c'est 3 milliards de dollars. Et qu'on dise que la moitié, les 50% ou les 30% ou les 40% seront consacrés au Niger, parce qu'il faut désenclaver ce pays frère.
il faut le rendre compétitif par rapport aux autres pays, aux autres économies de l'Ouest africain, etc., etc. C'est la seule manière de le faire quand l'approche est politique. Maintenant, quand l'approche est économique, comme on le voit actuellement, quand les pays africains, les pays membres de la CEDEAO vont à la CEDEAO, mais chacun vient draper, pour ainsi dire, ou revêtant son drapeau national pour venir défendre les intérêts de son pays. Or, au lieu de défendre les intérêts de la communauté, on défend des intérêts particuliers. Et c'est normal parce que la structure de la CEDEAO, telle qu'elle a été mise en place, en 1975, déclaration de Cheikh Anta Diop, j'ai les références ici, comme on a perdu beaucoup de temps, je voulais vous lire des passages clés, mais je vais passer là-dessus et vous renvoyer simplement à l'interview de Cheikh Anta Diop dans Afriscope avec un Cubain qui s'appelle Carlos Moore, un journaliste, qui lui pose la question, lui dit, professeur, les chefs d'État africains viennent encore de créer une communauté économique régionale, comme ils appellent la CEDEAO, et qu'est-ce que vous en pensez? Et Cheikh Anta dit, comme d'habitude, nos chefs d'État ont choisi de répéter les mêmes erreurs en créant une communauté économique, en mettant la charrue avant les bœufs. Il dit, vous savez, l'unité et l'organisation rationnelle de nos économies ne peuvent pas précéder l'organisation politique de nos pays. Si nous voulons unir l'Afrique de l'Ouest, c'est une volonté politique, c'est une décision politique. Et nous aurons 15 pays ensemble, à l'époque on était 16 avec la Mauritanie, et on a quasiment une puissance régionale promue à une carrière de puissance continentale, et on réorganise tout à l'intérieur. On aurait eu des locomotives, forcément. Comme dit quelqu'un, il dit en Afrique, il y a de grands pays, mais il n'y a pas de petits pays. Et cette personne a raison. Parce que les pays africains les moins faibles n'acceptent pas qu'on les traite de petits pays. En réalité, ils ont raison. Aucun pays n'est petit de façon intrinsèque. Ce pays a peut-être des ressources, des valeurs qu'il peut mettre en avant pour être au même niveau que les autres. Mais on reconnaît quand même qu'il y a de grands pays. La CEDEAO aurait été drivée, comme on dit maintenant, parce que les anglicismes, professeur, ce sont... Voilà, et malheureusement, tout le monde choisit maintenant les raccourcis. Mais la CEDEAO aurait été tirée, disons, par le Nigeria, le Ghana côté anglophone, Sénégal, Côte d'Ivoire, ou Côte d'Ivoire-Sénégal côté francophone. Ça, c'était clair. Et que ces pays-là tirent la CEDEAO ne faisait pas reculer la CEDEAO, ne pouvait pas désavantager la CEDEAO. C'était peut-être un avantage. Le Sénégal apportait son poids de puissance diplomatique, politique et institutionnelle peut-être, pas forcément économique. La Côte d'Ivoire apportait son poids économique. Et le Nigeria, que tout le monde a régulièrement très mal perçu en Afrique de l'Ouest, et à mon avis de façon erronée, parce que le Nigeria est une puissance démographique, puissance économique, qui nous a même valu quelques satisfactions récemment en devenant la première puissance économique du continent. Et malheureusement, à cause de la grave crise sécuritaire avec Boko Haram et la question du Delta, le Nigeria a commencé, et bien entendu, la chute du cours du pétrole, le Nigeria est en train de reculer. Je crois que l'Afrique du Sud a repris sa place de locomotive numéro 1, suivi du Nigeria. Mais le Nigeria, à mon avis, le reproche qu'on devrait lui faire, c'est de n'avoir d'abord, d'être un État fédéral et de voir les bénéfices d'un État fédéral et d'avoir refusé d'être la locomotive du fédéralisme en Afrique. Le Nigeria s'est contenté du fédéralisme chez lui et a vu les bénéfices, les avantages du fédéralisme, mais n'a pas voulu étendre cette dynamique du fédéralisme au-delà de ses frontières. La conséquence, c'est quoi? C'est l'histoire qui vient encore une fois triompher devant les théories. Le Nigeria s'est retrouvé dans une situation extrêmement grave avec Boko Haram. C'est un pays africain qui s'appelle le Tchad, qui a fait entrer des milliers de troupes et qui est allé dans la forêt de Sambisa, aller démanteler Boko Haram au vu et aux yeux, disons, devant tout le monde, mettons, au vu et au su de tout le monde. Bon, parce que depuis que tu m'as dit qu'il y avait un excellent professeur de français, ça pose problème. Moi j'ai un problème, voilà. Mais il sera indulgent. Parce que j'ai quand même fait 12 ans aux États-Unis qui ont démantelé un peu mon français, mais j'étais très bon en rédaction et tout ça.
Et en récitation aussi, j'étais assez souvent presque premier. Hein, presque, oui. Non, parce que difficile d'être premier au Britannique. J'ai raconté dans une interview à la télévision marocaine qu'un jour, Madame Dache, Madame, nous rendait nos copies de mathématiques. Et quand on m'a dit que j'avais 19,50, j'ai applaudi sous la table comme ça, parce que je croyais que j'étais premier. Et je me suis retrouvé troisième, enfin. Quand on remettait les copies, Baldé, je crois, un de nos amis était passé premier avec 20 sur 20. Et un autre était 19,75 et moi j'avais 19,50. Alors, c'est pour dire donc que le Nigeria, avec ce qui s'est passé, avec le Tchad et tout ça, on a compris que ce que nous appelons le fédéralisme, c'est objectivement la mutualisation des ressources. Et c'est un grand problème pour les pays africains de marquer leur frilosité par rapport à tout ce qui est unité. Alors, une anecdote, c'est une amie namibienne qui, à l'époque, quand on était à l'Union africaine et que je prenais la parole au nom du Sénégal, alors elle me disait, tu sais, quand tu parles à l'Union africaine au nom du Sénégal, le pays est même perçu comme presque un pays mythique, c'est-à-dire un pays qui a fait des choses extraordinaires pour l'unité africaine, pour etc. Il dit, en plus, vous avez Cheikh Anta Diop, vous avez Senghor, vous avez tous ces grands dont on nous parlait, tout ça, les David Diop, les poètes panafricains. Donc vous êtes nés et vous avez grandi dans le panafricanisme. Quand toi, tu parles de Sénégal, que dans votre constitution, vous avez inscrit une clause disant, depuis 1960, et malgré tous les référendums, tous les changements, on n'a jamais touché à cette clause, que vous êtes prêts à un abandon partiel ou total de votre souveraineté. Il dit, nous tous en Afrique australe, on se regarde. On est épaté, on est séduit, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est réaliste ce que vous dites? Alors, je lui dis pourquoi. Elle me dit, tu sais, vous êtes revenu de l'expérience indépendance tcha-tcha-tcha. Vous avez déjà dansé votre partie de tcha-tcha-tcha et vous avez compris que l'indépendance n'était pas tout. Et vous êtes revenu de l'illusion de l'indépendance. Maintenant, vous êtes passé aux autres choses sérieuses. Vous voulez que l'Afrique s'unisse et l'Afrique devienne une puissance mondiale. Elle dit, mais nous, on est en train encore de danser. C'est dans les années 90 qu'on a eu la libération de l'Afrique du Sud, de la Namibie, et nous sommes les locomotives de l'Afrique australe. Donc nous, on est en train de, comme on dit en anglais, enjoy, de jouir de l'indépendance, du plaisir de la souveraineté. Et on voit un ministre sénégalais qui entre dans la salle pour parler d'abandon de souveraineté. Et il dit, ça nous fait peur. Mais elle me dit, mais quand on se retrouve entre les gens de la SADC, tout le monde dit, le Sénégal est magnifique. Ce que dit le Sénégal est idéal, c'est ce qu'on devrait faire. Donc c'est pour dire qu'au fond, les Africains ont une crainte par rapport à l'unité politique et à l'intégration, parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur souveraineté. Au fond, c'est une façon de parler. Depuis quelque temps, en approfondissant mes recherches, je me suis rendu compte d'une chose dont on ne parle pas souvent. Les États-Unis d'Amérique, qui sont le modèle achevé du fédéralisme et de l'unité, de l'intégration, les États-Unis d'Amérique, les 50 États, j'ose le dire, sont des États souverains. Barack Obama n'ose donner aucune instruction à l'État de Massachusetts, à l'État de Californie, à l'État du Nevada, pour leur dire voici ce que vous devez faire sur telle question, ou bien voici ce que vous ne pouvez pas faire. Il n'a pas ce pouvoir. 50 États qui chacun a sa constitution. Chaque État américain a sa constitution. Chaque État américain a décidé que sur la question de la défense nationale, nous allons confier ça à Washington et à un président fédéral. Sur la question de la monnaie, au lieu de battre chacun sa monnaie, 50 monnaies dans 50 États, nous allons avoir une monnaie unique et nous allons la confier à un président fédéral. Notre diplomatie, au lieu d'avoir 50 ministres des Affaires étrangères, nous allons avoir un ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, qui va défendre les intérêts des États-Unis. Et ensuite, pour le commerce extérieur, même là, il y a quelques assouplissements parce que Massachusetts ou Californie, la Californie est passée devant la France parmi les puissances mondiales. La Californie, par-delà les États-Unis, première puissance mondiale, la Californie est dans le rang pour compétir avec la France, l'Angleterre, l'Inde, le Brésil, la Chine, etc.,
pour être classé comme une puissance. Donc, ces 50 États ont décidé de déléguer, de confier quelque chose à l'État fédéral qui est mieux conduit quand c'est fait par l'État fédéral. Mais est-ce que vous imaginez que l'éducation dans le Massachusetts, l'éducation dans le Colorado, on ne peut pas confier ça à Washington qui est à 5000 km, 3000 km, 4000 km. Et Obama n'a aucune idée de comment les gens de Colorado, leur culture, leurs valeurs religieuses, valeurs morales, éthiques, etc., leur histoire particulière, comment ils veulent, ces gens de Colorado, structurer leur éducation, leur système éducatif. Donc sur cette base, il n'y a pas fondamentalement, il y a une mutualisation, ce que j'appelle une mutualisation des énergies, des compétences dans le domaine de la monnaie, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine du commerce extérieur et dans le domaine de la défense. C'est tout ce qui est confié à la Maison-Blanche. Tout le reste, les États les gèrent ensemble. Maintenant, l'innovation majeure, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que nous, Union africaine, on a osé écrire dans la charte de l'Union africaine. À l'époque, j'avais mandat du président du Sénégal de lutter contre cela. Et comme on était minoritaire, on n'a pas pu changer cela. C'est l'histoire de dire que l'Union africaine est une union d'États indépendants et souverains. Mais dites État souverain, d'accord, mais dites au moins État interdépendant. Si chacun est indépendant et souverain, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble là-bas? Chacun n'a qu'à aller s'occuper et gérer sa souveraineté et son indépendance. Et la conséquence de tout ça, c'est de dire, nous voulons des solutions africaines aux problèmes africains. Tout le monde applaudit. Dès la fin de la réunion, on prend un avion, on va à Bruxelles pour demander de l'argent à l'Union européenne pour aller régler nos problèmes de paix et de sécurité dans le continent. Mais c'est incohérent. Ce n'est pas possible de dire que vous voulez des solutions africaines aux problèmes africains et vous ne faites pas financer les solutions africaines par des Africains. Vous allez chacun vers Bruxelles. Et quand j'ai appris, moi, qu'au début j'avais compris que c'était 80, et je trouvais que c'était déjà beaucoup, que 80% du budget du Fonds de la paix de l'Union africaine soit financé par l'Union européenne. Et avec Donald Kaberuka, à qui l'Union africaine a confié la recherche de financement innovant pour l'Union africaine, il m'a invité à New York avec 5 ou 6 experts, un certain nombre de personnes pour discuter de comment obtenir ces financements pour l'Union africaine. Mais la révélation était brutale et je trouve honnêtement humiliante. On était à 97% de financement du Fonds de la paix de l'Union africaine par l'Union européenne. Comment est-ce que c'est acceptable? Comment est-ce que c'est acceptable qu'on en arrive à ce niveau? Aujourd'hui, Kaberuka a proposé au sommet de Kigali, et c'est accepté par les chefs d'État, que désormais, nous allons imposer 0,02% sur les importations des pays africains pour obtenir tout de suite 1,2 milliard de dollars de financement des activités de l'Union africaine. L'Union africaine réunit difficilement 200 millions de dollars par an. Si nous obtenons 1,2 milliard, c'est déjà un pas. Nous, à l'époque, on avait aussi proposé, mais on a une petite voix assez faible. On a juste un think tank qui fait des propositions à l'Afrique. On avait dit que sur les 7 milliards de dollars de budget de maintien de la paix des Nations Unies, qu'on accepte de rétrocéder une partie au continent africain pour qu'on organise nous-mêmes la paix et la sécurité dans le continent, au lieu qu'on sous-traite notre paix et notre sécurité avec la France, avec les États-Unis, avec les pays amis, avec les Nations Unies. Quelqu'un l'a même dit, une proposition qu'il faudra faire à Hillary Clinton, parce que j'espère qu'elle va battre l'autre phénomène de la nature qui est en face d'elle, c'est que les opérations, la gestion des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ça a déménagé en Afrique. Malheureusement, pour notre continent, nous sommes 70% de l'agenda du Conseil de sécurité. 70%. Les gens passent leur temps à parler de nous et de nos conflits. Au niveau de notre think tank, nous sommes en train de réfléchir sur un forum, un sommet, une réunion extraordinaire des cadres africains de tous bords pour réfléchir sur les conflits majeurs qui existent en Afrique depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qu'on n'arrive pas à résoudre. On a un conflit comme la Somalie qui est une catastrophe pour l'Afrique. C'est comme si tous on avait renoncé
au fait que la Somalie pouvait devenir un État normal, et un État qui va avoir une gouvernance normale et qu'on va arrêter les tueries et les massacres. Moi, je trouve les membres du gouvernement somalien, l'intelligentsia somalienne, la diaspora, comme des gens, des patriotes, des gens extraordinaires. Tu vas au pays avec 50% de chances d'être tué. Parce que les gens attaquent régulièrement les hôtels, les chebabs, ils font ce qu'ils veulent. Ils débordent sur le Kenya, ils massacrent les populations. Et la Somalie, il y a une sorte de renonciation non officielle de la communauté internationale qui compte sur l'AMISOM, l'Union africaine, pour gérer le problème de la Somalie. À côté de la Somalie, il y a un pays qui s'appelle l'Érythrée. L'Érythrée, c'est une grande, comment on appelle ça, les points d'interrogation. Un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays africain? Plus de 6 millions d'habitants. Personne ne sort, personne n'entre. Le président ne va à aucune visite officielle nulle part. Il est chez lui. Il ne reçoit personne, il ne parle à personne. J'ai peur, et je l'ai dit à des chefs d'État africains, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, je le dis aujourd'hui que je ne le suis plus et que je suis encore plus libre, j'ai peur qu'on découvre, à la fin de son régime, des choses extraordinaires qui ne nous feront pas honneur. Le peuple érythréen a besoin d'être secouru. C'est comme ça aussi le panafricanisme, c'est de se préoccuper du sort de tous les peuples africains partout où ils sont dans le continent. Et l'Érythrée est un mystère qu'il faut percer. Le service national militaire est presque obligatoire et il est sans limite. Vous commencez, vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez arrêter un jour. Et si vous essayez d'échapper, de passer par les frontières, certains ont des instructions de vous abattre. Et si vous échappez, c'est pour aller mourir dans la Méditerranée en essayant d'aller à, comment ça s'appelle, en Italie ou en Angleterre, etc. Et si on continue, il y a des États, ce qu'on appelle les États fragiles, parce que ça aussi, le système international est tellement futé, intelligent dans la fabrication des concepts. Par exemple, la première fois que j'ai appris le concept de gouvernance dans les années 89, c'était apparu dans un texte de la Banque mondiale. Les gars m'ont demandé mon avis dans l'école de communication. J'ai dit, chez nous, gouvernance, c'est la résidence du gouverneur. Au Sénégal, gouvernance, c'est la résidence du gouverneur. Maintenant, si gouvernance veut dire façon de gouverner, il faut que notre pays fasse un amendement, arrête d'appeler gouvernance la résidence du gouverneur. Voilà. Et donc, le concept, après, a fait une belle carrière. Aujourd'hui, tout le monde parle de gouvernance, prépare des conférences sur la gouvernance, etc. Et donc, maintenant, le concept des États fragiles. Et dans la liste des États fragiles, il n'y a aucune fierté pour les Africains. Nous sommes la majorité des États fragiles. Et il y a des États vraiment fragiles. Fragiles ou fragilisés par leur histoire particulière. Et ce que je remarque et qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'au début de l'indépendance, des indépendances africaines, tous les pays dont le leader emblématique a été assassiné sont non seulement des États fragiles, restés fragiles, mais c'est des États qui continuent d'errer, à se chercher. Centrafrique, Boganda, son avion est tombé. Tout le monde dit que c'est peut-être un assassinat. L'enquête n'a jamais été complétée. Mais voilà un leader africain à qui on offre, disons, qui obtient l'indépendance de son pays et qui refuse de prendre cette indépendance tant que le Gabon, le Congo, le Cameroun, les autres pays ne sont pas d'accord pour qu'il crée une république centrafricaine. Il voulait créer une république fédérale centrafricaine, ce qu'il a comme le Brésil qui s'appelle République fédérative du Brésil. Il disait qu'il ne peut pas aller à l'indépendance seul. Il veut aller avec ses autres frères de l'Afrique centrale, ils vont créer la République centrafricaine. Parce qu'eux, ils étaient Lubangui-Chari. Et quand ça n'a pas marché, ils ont adopté, comme le Mali qui porte le nom Mali, qui était la fédération qui nous a englobés, nous, et un projet fédéral de 5 États, qui a aussi été saboté, comme on le sait. Donc, Boganda est mort. Vous voyez la situation de la Centrafrique. Éternel recommencement, de crise en crise, de coup d'État en rébellion, etc., etc. Le Congo, RDC, Lumumba, il a été assassiné de la façon la plus violente, la plus haineuse possible, découpé en morceaux et trempé dans de l'acide. C'est comme ça que Lumumba a été exécuté. Si vous voyez le groupe de Casablanca qui s'était réuni, il s'était réuni précisément au Maroc parce que le roi Mohamed V sentait que quelque chose allait se passer au Congo. C'est ça aussi la solidarité africaine. Il appelle les grands leaders du continent, Gamal Abdel Nasser,
Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, etc. Ils se retrouvent à... La Libye était représentée, l'Algérie était représentée. Ils se retrouvent à Casablanca. C'est ce groupe qui a enclenché le processus qui nous a menés à des formes d'unité, mais malheureusement des formes d'unité minimales, parce qu'on n'a pas pu avoir l'unité maximale qu'on voulait. Alors, ce groupe de Casablanca, une des raisons principales qui n'est pas très connue, c'est que la réunion était organisée pour parler de la situation au Congo. Ils avaient des inquiétudes. Et Lumumba qui devait venir s'est excusé parce qu'il disait qu'il y avait des problèmes au pays, des tensions. 2 semaines après, il a été assassiné. On lui a coupé les orteils, coupé les mains, coupé les... etc. Et ensuite, les gens l'ont enterré puis l'ont déterré pour dire qu'il ne faut pas laisser des traces. Et ils ont pris une sorte de fût, ils ont mis de l'acide, ils l'ont trempé dedans. Et voyez la RDC, depuis lors, ce pays semble condamné à une tragique errance. Et tous les panafricanistes sont convaincus que la renaissance africaine passe en grande partie par la renaissance du Congo. Parce que le Congo est un concentré de l'ensemble des souffrances, des injustices qui sont faites aux Africains. Le Congo est la terre la plus riche potentiellement du monde. Il y a tout. Le concept de l'Afrique est un continent riche, habité par des pauvres, ça se manifeste plus au Congo qu'ailleurs. Et donc, sauver le Congo, c'est peut-être régler l'ensemble des contradictions, commencer à régler l'ensemble des contradictions des Africains. Nkrumah investissait énormément dans le Congo. Il parlait du barrage d'Inga, qui pouvait fournir de l'électricité à l'ensemble du continent africain. 1958. Où est-ce qu'on en est avec l'électricité? Même au Sénégal, on a encore des coupures. Il y a des pays africains qui alternent 12 heures d'électricité, 12 heures sans électricité. Alors qu'on a toutes les ressources hydriques, toutes les ressources possibles pour régler la question de l'énergie depuis les années 60. On ne l'a pas fait. Le Congo est extrêmement riche. Le Congo va jusqu'à être victime de ses voisins, où des pays, à travers des milices, des groupes armés, peuvent exploiter des mines, etc. etc. Le peuple congolais est dans une extrême pauvreté, un extrême abandon. Et donc la renaissance africaine, pour nous, passe par la renaissance du Congo. La Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, assassiné lui aussi. Et depuis, on voit que c'est le pays qui souffre le plus en Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas que c'est parce que uniquement les dirigeants ont été assassinés, c'est que quelque part un élan a été brisé dans ces pays, et ces pays n'ont jamais pu faire le deuil de ces leaders pour faire réémerger d'autres leaders de la même trempe ou qui ont à peu près la même vision pour leur pays. Conséquence de tout cela, ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, je la défendrai. Je promets de publier un ouvrage depuis des années et je continue de voyager au lieu de m'occuper de ces ouvrages, mais il faut que je les publie. Je suis convaincu que le paradigme de 1963 est un paradigme erroné. C'est le paradigme qui dit qu'il est trop tôt pour parler des États-Unis d'Afrique. Il faut commencer par l'intégration régionale. Il faut aller étape par étape, pas à pas, et qu'on arrivera à l'unité africaine. Et ce paradigme a inversé une question fondamentale, qui est que pour Nkrumah, pour Cheikh Anta Diop, les États-Unis d'Afrique étaient une condition de la renaissance africaine et non une finalité de la renaissance africaine. Alors le paradigme qui a triomphé nous fait comprendre, et c'est écrit dans tous les textes de l'OUA, que les États-Unis d'Afrique sont l'ultime objectif de l'Union africaine. C'est-à-dire, ce qui devait être le point de départ. Et quand Nkrumah le disait, ça avait beaucoup de sens. Aujourd'hui, c'est devenu encore plus difficile. Parce qu'à l'époque, il dit quoi? Il dit beaucoup de nos pays viennent d'avoir l'indépendance. Ils n'ont pas cristallisé ces souverainetés. Beaucoup de pays ne sont même pas représentés aux Nations Unies. Beaucoup de pays n'ont pas de diplomates, d'ambassadeurs, etc. On n'a pas nommé des gens. On a besoin de... Je m'excuse. Il fallait me le dire depuis longtemps. Alors, il dit, beaucoup de ces pays n'ont pas cristallisé les vertus de la souveraineté, etc. N'ont pas les attributs de la souveraineté, n'ont même pas d'ambassadeurs, etc. C'est le moment d'aller vite vers les États-Unis d'Afrique. Les gens ont refusé. Vous connaissez l'anecdote de ce chef d'État dont on ne dit pas le nom, mais tout le monde, disons, on peut savoir c'est qui. Il rentre au pays après la réunion d'Addis Abeba. Les gens, comment s'est passée la première réunion qui a créé l'OUA? Il dit, cette réunion s'est bien passée, sauf qu'on l'a échappé belle.
Échapper à quoi? Il dit, mais c'est M. Nkrumah, là, du Ghana. Mais il voulait nous transformer en gouverneur. Le monsieur, il voulait qu'on ne soit plus président. Heureusement, moi, je suis heureux de rentrer président de la République chez moi. Et voilà, lui, il est rentré président de la République. Son pays souffre, les autres pays souffrent. Et ça pose la question, effectivement, comme dit Chahante dans la fameuse interview, il dit que l'Afrique a un problème numéro 1, et que j'ai répété moi dans toutes mes conférences, c'est le leadership. L'égoïsme des leaders africains. Ils sont à la tête d'une république, mais qui ne ressemble en rien à une république du point de vue des institutions, et surtout du point de vue des fonctions régaliennes d'un État républicain. Entre nous, c'est la question qui me fait dire que ce paradigme a échoué. Qu'on me cite un seul État africain qui a bien pratiqué ce paradigme de l'intégration africaine et qui aujourd'hui a réglé les fondamentaux du développement. Quel est le pays d'Afrique qui a réglé la question de l'agriculture, la souveraineté alimentaire? Quel est le pays d'Afrique qui a réglé la question de l'éducation, qui s'est doté de toutes les institutions nécessaires pour éduquer ses citoyens par lui-même? Quel est le pays d'Afrique qui a réglé ses infrastructures sanitaires? Quel est le pays d'Afrique qui a réglé ses infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, etc.? Quel est le pays d'Afrique qui a réglé la question de l'énergie? Quel est le pays d'Afrique qui a réglé la question de ses infrastructures, de l'énergie, la question de l'environnement, la question des télécommunications? Même là où, faibles, nous devions mutualiser, mettre ensemble nos ressources, nous nous arrangeons toujours pour dire « moi je suis un État indépendant et souverain ». On se retrouve alors avec quoi? Des entités qui étaient fortement intégrées. Aujourd'hui, sur ces entités, vous avez le Sénégal, vous avez la Gambie, vous avez la Guinée-Bissau, vous avez la Mauritanie et peut-être le Mali et peut-être la Guinée-Conakry. Fractionnés, comme disait l'autre Senghor, balkanisés en 6 petits États, 6 micro-États. Petit, ce n'est pas par la taille. La Gambie a une petite taille, le Mali a une grande taille, mais on a les mêmes défis par rapport au développement. Donc je dis, si le développement se mesure par l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie, les télécoms, l'environnement, quel est le pays africain qui nous a prouvé qu'il a été capable de bâtir un État de 1960 à nos jours? Quel est le pays africain qui l'a réussi? Et même nos anciens semblaient faire beaucoup mieux que ce que nous sommes en train de faire. Nous avons quand même vécu sous l'égide d'un ministre des colonies et d'un gouverneur général de l'AOF et d'un ministre des colonies pendant 45 ans, où chacun se déplaçait librement en Haute-Volta, au Sénégal, au Soudan français, au Houphouët-Boigny allait partout, Senghor allait partout. Nous avions appris à vivre le fédéralisme ensemble. Et à la veille des indépendances, avec la fameuse loi cadre, on est venu nous dire que tout ça n'est pas bien. Faites attention, les autres vont envahir votre territoire, les autres vont vous prendre ceci, etc. Et les Africains, ce matin encore, j'écoutais Alain Foka avec nos grands leaders du Bénin, et j'entendais quelqu'un dire, nous sommes fiers d'avoir arraché notre territoire à la domination des autres pays de l'Afrique. J'ai trouvé ça triste. Triste parce que cette personne est décédée. Si elle était là aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs le président Zinsou, que je respecte beaucoup, son fils était au Prytanée militaire, Alain Zinsou. Ensuite, tous les présidents africains sont aujourd'hui, comme disait l'autre, à partir de leur nouveau poste d'observation historique, parce que maintenant, ils ne regardent pas l'histoire se faire, ils regardent l'histoire qui s'est déjà faite sous leurs yeux, qui s'est déroulée sous leurs yeux. Tous ces chefs d'État regrettent de n'avoir pas écouté Nkrumah. Le premier regret, le plus important qui a été exprimé dans l'histoire et qui est à saluer, c'est le plus grand opposant de Nkrumah, qui a presque gagné la bataille parce que soutenu par les Senghor, c'est Nyerere. Nyerere qui dit à Nkrumah, tu as raison sur le fond, tu n'as pas raison sur la forme. On ne peut pas créer un État fédéral continental, mais on peut créer des États, des fédérations primaires. On va commencer par les régions. On fait chaque région créer une fédération, après, on va maintenant faire la confédération. Mais tu vas trop vite, Nkrumah, il faut ralentir. Les gens applaudissent, ils ont fait de l'ironie. Senghor a fait un très beau discours pour montrer que c'est les Nyerere qui avaient raison et que lui-même, il proposait d'aller à ce qu'il appelle les cercles concentriques. On commence par Sénégal, Gambie, Mauritanie, Guinée, parce qu'on est très proches. Et il dit les cercles concentriques, c'est les cercles qui, plus ils se consolident, plus ils s'élargissent. Comme disait mon prof de philo,
c'est une théorie qui a la beauté du verre, mais qui en a la fragilité. Aujourd'hui, quel cercle concentrique s'est créé en Afrique et où? Parce que moi, je dis, il y a ce que dit la personne, qu'on peut contester, mais il y a l'histoire. Après 50 ans de cercle concentrique, qu'on me cite un seul pays africain, une seule région ou sous-région où les cercles concentriques ont marché. Donc Senghor n'a pas réussi. J'ai changé. Quand j'étais étudiant, j'étais violemment anti-Senghor et violemment pro-Cheikh Anta. Aujourd'hui, je veux réconcilier Senghor et Cheikh Anta parce que je trouve qu'il y a du beau dans Senghor, il y a des choses qu'il a faites. Sa gestion des relations avec la Mauritanie et la Gambie, je ne lui pardonnerai jamais ça, parce qu'on s'est retrouvé dans les situations actuelles. Je pense qu'il y a d'autres choses qui étaient possibles si Senghor était le panafricaniste qu'il devait être. Mais je le respecte immensément. Et ce que je dis, c'est entre nous ici. À l'extérieur, maintenant, en Chine et autres, quand je fais des conférences, je ne dis que du bien de Senghor. Et je crois que les gens doivent même douter que je sois sincère. Senghor n'a pas réussi. Nyerere, 1997, 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Il va à Accra, il est invité. Il dit, je suis venu pour faire mon autocritique. Si j'avais écouté mon frère Nkrumah, et si j'avais amené l'Afrique orientale avec moi pour le soutenir, lui et l'Afrique de l'Ouest, on aurait créé un embryon des États-Unis d'Afrique. J'ai développé ma théorie, à la lumière de la pratique, j'ai échoué. La communauté East African Community s'est effondrée. Et nous n'avons pas bâti une communauté régionale, on est la communauté la moins intégrée de l'Afrique. Donc j'aurais dû écouter Nkrumah et je présente mes excuses à l'Afrique et à l'histoire. Mais ce monsieur est honnête. Et après les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai entendu un jour le président Louis Cabral sur RFI. J'étais très fier de lui, que Dieu ait pitié de son âme, parce qu'il est décédé après. Et je voulais aller le voir jusqu'à Paris pour le féliciter. Il dit, après réflexion, on se rend compte que nous avons tous choisi d'aller individuellement bâtir nos États. C'est une erreur catastrophique que nous allons payer lourdement. Le monde appartient aux grands ensembles. L'Inde, la Chine, le Brésil, les États-Unis. Il faut que l'Afrique s'unisse. Et si on n'est pas prêt pour faire l'unité continentale, au moins faisons de la CEDEAO une unité politique. Le président Cabral. Le président Abdou Diouf, récemment, je crois que c'était le moins panafricaniste des chefs d'État du Sénégal, du point de vue de son discours, sauf qu'il a eu d'excellents mandats à la tête de l'OUA et qu'il a beaucoup apporté dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Tout le monde le lui a reconnu. Et j'attendais qu'il dise quelque chose de clé sur la question du panafricanisme. Et récemment, après son passage à la francophonie, j'ai entendu le président Diouf dire qu'il pense qu'on doit créer, au moins, chaque région du continent doit correspondre à une entité politique, une fédération politique, et après on crée un État fédéral pour chapeauter les 5 grandes entités. Mais j'ai dit bravo. Et là aussi, j'avais envie d'aller le trouver quelque part pour lui serrer la main et le féliciter, parce que c'est des retours de bâton de l'histoire, c'est-à-dire des leaders qui avaient la conviction qu'on ne peut pas faire certaines choses, mieux vaut aller par l'unité économique. Et parlant d'unité économique, les pays de l'ASEAN, comme les pays de l'Union européenne, ils étaient dans les 20-30% d'échanges inter-ASEAN, inter-Union européenne. L'Union européenne est à près de 76% aujourd'hui, entre 66 et 76%. Les pays de l'ASEAN ont atteint 66%. J'ai vérifié les chiffres de la CEDEAO, on était à 14-15% d'intégration. C'est-à-dire d'échanges entre nous. Au lieu d'aller vendre jusqu'à la Thaïlande, est-ce que le Sénégal vend plus à la Guinée-Bissau, vend plus au Mali, vend plus à la Côte d'Ivoire? Même sur ça, nos chiffres, quelqu'un m'a dit, oui, mais il paraît qu'on est dans les 17%. Je dis très bien, mais on n'est pas encore loin. 18%, on n'est pas loin. Quand on a démarré, comme vous le savez, on a démarré ensemble avec les pays de l'ASEAN. Les chiffres les plus spectaculaires, c'est la comparaison Sénégal-Corée du Sud, la comparaison Malaisie-Côte d'Ivoire. Quand on vous dit qu'en 1970, le miracle ivoirien était tel que les Malaisiens et les gens de Singapour ont envoyé des experts en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens, nous voulons être comme vous. Nous voulons nous développer. Nous voulons un miracle dans nos pays. Vous êtes le modèle achevé d'un pays du tiers-monde, pays pauvre, qui est en train de sortir de la pauvreté et en train de devenir un pays riche, un pays émergent. Nous voulons être comme vous. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. La Malaisie qui a acheté toute son huile de palme en Côte d'Ivoire, aujourd'hui fournit la Côte d'Ivoire en huile de palme. Ensuite, la Corée du Sud.
1,5 milliard de dollars, c'est des chiffres vérifiables, de PIB en 1960. Un pays qui s'appelle le Sénégal, 1,5 milliard de dollars. Égal. Sénégal, 120 dollars de revenus par tête d'habitant. Corée du Sud, 87 dollars de revenus par tête d'habitant. Aujourd'hui, le Sénégal est à 1600, 1700. La Corée du Sud est à 23 000. 23 000 dollars de revenus par tête d'habitant. La Corée du Sud multiplie les 1,5 milliard de 1960 à 1500 milliards. On m'a même dit que ça l'a encore dépassé. 1500 milliards. Le Sénégal est à 15 milliards. Nous l'avons multiplié par 10, ils l'ont multiplié par 100. Et je dirais pourquoi, à mon avis, ils l'ont fait. Je pense qu'en dehors du leadership et de la vision, c'est que la Corée du Sud, je le disais à des amis coréens, je dis, vous avez eu un avantage sur nous. Notre État a été fabriqué de toutes pièces par le système colonial, qui nous a imposé un territoire découpé, façonné, balkanisé, et nous a dit c'est ça le Sénégal. Et a mis à l'intérieur une partie de notre population est devenue la Gambie, une autre partie est devenue le Sénégal. Ils ont réussi ça. L'empire du Gabou, ils l'ont cassé, ils ont pris la Guinée-Bissau. La Casamance s'est retrouvée coincée entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Aucune continuité territoriale avec le reste du territoire sénégalais. Et on s'est retrouvé dans cette difficulté. Et vous avez votre pays, la Corée du Sud. Et vous avez un État depuis 3000 ans. Le gars me dit, monsieur le ministre, je vais vous corriger. Nous avons un État depuis 5000 ans. Donc un État de 5000 ans comparé à un État de 50 ans, le Sénégal. La différence, elle est nette. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que ce pays-là aussi, la Corée du Sud est classée parmi 10 ou 15 pays pétroliers du monde. Ils n'ont pas une goutte de pétrole. Ils ont fabriqué des usines de raffinage. Ils achètent le brut saoudien, ils le raffinent, ils le revendent dans le monde. Ils n'ont que 30% du territoire national qui est utilisable. Pays qui était au même niveau que le Sénégal, qui aujourd'hui, avec les chantiers navals de Hyundai, est un des premiers chantiers navals du monde, la Corée du Sud. Avec Samsung, il n'y a que eux qui concurrencent Apple, du point de vue de l'électronique. Et c'est un ingénieur coréen qui est rentré au pays par nationalisme pour répondre à l'appel lancé à la diaspora, qui a commencé dans des hangars à assembler des transistors, qui a créé par la suite Samsung Electronics et qui est aujourd'hui la deuxième ou la première, selon qu'on a fait le choix d'iPhone ou Samsung, on dit que c'est la première ou on dit que c'est la deuxième, n'est-ce pas mon ami Bal? Donc, la Corée du Sud a réussi. 70% du territoire n'est pas utilisable. Quand je suis allé là-bas, j'ai posé la question, ils m'ont dit le développement commence par une chose très simple. Un leader qui a une vision, un peuple à qui il inculque cette vision et à qui il imprime un leadership. Première chose fondamentale. Deuxième chose fondamentale, il faut nourrir la population. On a un ami, le professeur Moussa Seck, un Sénégalais brillant, qui l'a dit sur tous les toits, qui l'a dit partout en Afrique. Arrêtez de dire que le développement commence par l'éducation, le développement commence par la santé, le développement commence par ceci. Le développement commence par nourrir sa population, la souveraineté alimentaire. Il dit que c'est parce que la Chine a nourri sa population qu'elle a libéré 500 millions de bras, voire 1 milliard de bras sur le marché mondial et qu'elle domine le monde aujourd'hui. Quand un Sénégalais se réveille à 7 h du matin jusqu'à minuit, tout son problème, c'est de trouver à manger. Trouver des moyens à ramener à la maison pour nourrir ses enfants. Mais ce Sénégalais-là, quelle est sa contribution au développement du Sénégal ou cette Sénégalaise? Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'autre chose. C'est quand on se libère de certaines contraintes, qu'on peut développer son énergie vers la culture, vers les arts, vers le développement, vers la création, vers la créativité, parce qu'on mange. Ceux qui mangent ne doutent pas, ne savent pas ce que vivent ceux qui ne mangent pas. Et ça, c'est un des grands problèmes de nos pays, l'agriculture. Et un autre point que les Coréens ont réglé, comme les Malaisiens, c'est qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Moi, je suis attristé. Je ne critique pas mon pays forcément, mais je mets au défi beaucoup de pays africains qui ont des plans émergents et qui ont des plans de développement de répondre à la question fondamentale. Mahathir Mohamed, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. Et j'ai voulu apprendre de sa sagesse, de son expérience. Il me dit la première fois que des cadres malaisiens sont venus avec leur plan de développement, il dit je les ai embarrassés sans le faire exprès. Devant tout le monde, devant tous les cadres qui étaient dans la réunion, plus de 500 personnes. Il dit je leur ai posé la question.
J'ai vu votre plan de développement, il est excellent. J'ai une question. Il y a combien de pauvres en Malaisie? Quel est le pourcentage des pauvres? Il dit, ils se sont regardés longuement. Après, quelqu'un a dit que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas fait d'enquête. C'est-à-dire, vous faites un plan pour développer le Sénégal. Vous faites un plan pour développer la Côte d'Ivoire, pour développer le Mali, le Niger, etc. Vous ne connaissez pas le niveau ou le taux de pauvreté. Ou en tout cas, vous ne le définissez pas clairement. Alors, il dit, quand ils m'ont donné finalement un chiffre, ils disent plus de 50%. Il leur dit plus de 50%, ça peut être 90%, ça peut être 51%. Allez faire votre enquête. Ils sont allés faire leur enquête, ils reviennent et disent on a 53% de pauvres. Ils disent très bien. J'ai une deuxième question. Combien de Malaisiens vivent l'extrême pauvreté? Ils n'avaient pas calculé ça. Ils sont retournés faire une deuxième enquête. Ils reviennent et disent 20%. Il dit est-ce que vous savez ce que c'est que l'extrême pauvreté? Il dit non. Il dit c'est quand quelqu'un se réveille, il n'est pas sûr de pouvoir assurer un seul repas par jour. Il n'est pas sûr. Là, c'est presque par accident, c'est arrivé. Mais il n'est pas sûr. C'est des gens qui vivent une sorte de famine permanente. Alors nous, dans nos pays, c'est quoi le niveau de pauvreté des populations et c'est quoi le niveau d'extrême pauvreté? Est-ce qu'on a des chiffres précis et qui permettent maintenant de développer une stratégie de lancer une stratégie de développement? Conséquence, la Malaisie aujourd'hui est à 1,3% de pauvreté. Ils ont éradiqué les 53% et Mahathir est le premier dirigeant du monde à dire à la Banque mondiale, je vous remercie avec votre concept de réduction de la pauvreté, je n'en veux pas. Moi, je veux éradiquer la pauvreté parce que je vais la combattre. Et il a réussi son pari, ils sont à 1,3. Et il a même demandé à la dame qui avait coordonné le comité de surveillance de ce plan de nous rencontrer. Et la dame est venue nous dire, beaucoup de pays font à peu près comme nous, mais ils font une erreur, ils font une seule commission. Commission planning et commission contrôle ensemble. Il dit ça n'a pas de sens. Nous avons une commission planning et une commission de contrôle. Et comme par hasard, Mahathir a mis presque que des femmes dans la commission contrôle. Et ça a marché excellemment bien. Parce qu'ils se sont retrouvés, les femmes, à appeler les ministres concernés pour dire, dans le programme de développement de la Malaisie, tu as pris en charge tant de secteurs et tu as pris tel délai pour réaliser ton programme. Nous te faisons noter que tu es en retard de 60% dans tes réalisations, 80% dans tes réalisations. Et le ministre qui était une cadence trop faible était finalement remercié et un autre ministre venait. Ça, les ministres étaient jugés sur leur capacité à délivrer les engagements contenus dans le programme et qui figuraient dans le programme de la Malaisie. Mahathir me dit, dernière question sur laquelle je vais attirer ton attention, je ne suis pas le héros de la Malaisie, ce n'est pas moi qui ai développé la Malaisie, c'est Abdourazak, notre deuxième Premier ministre, qui a développé la Malaisie parce que c'est lui qui a réglé la question de l'agriculture. C'est lui qui a nourri les Malaisiens. Moi, j'ai modernisé la Malaisie. Je prends ce mérite-là, moderniser mon pays. Mais le développement de la Malaisie, je laisse ça à Abdourazak, qui était un des plus grands hommes de l'histoire de la Malaisie. J'ai trouvé ça modeste parce qu'Abdourazak est mort après un mandat, ou même au milieu de son mandat, pas dans son mandat. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire que Mahathir dise cela. Parce qu'en 1984, j'ai un ami ministre des Affaires étrangères du Maroc qui était en Malaisie et qui avait vécu au Sénégal dans les années 60. Il me dit, Cheikh, tu connais Baye Gaïndé? Je lui dis oui. Il dit, j'allais là-bas prendre des photos. Et Baye Gaïndé et une partie de Kuala Lumpur étaient identiques jusqu'en 1982, 83, 84. Il me dit, va aujourd'hui à Kuala Lumpur, tu te crois à New York ou à Paris. Ces gens-là ont travaillé, mais ils n'ont pas travaillé dans le vide. Ils ont eu des leaders qui avaient une vision. Et Mahathir, en 90, malgré toutes les avancées, ils ont bâti Malaysia 2020. C'est-à-dire, ils ont fait un plan de 30 ans pour la Malaisie 2020. Et ils ont, quand j'allais leur rendre visite il y a 4-5 ans, ils avaient presque atteint à plus de 90% les objectifs de Malaisie 2020. Donc, ils étaient sûrs qu'arrivés au deadline, ils auraient achevé, réussi tous les engagements contenus dans Malaisie 2020. Et moi, j'ai trouvé extraordinaire que nous qui n'avons pas cette culture, n'avons pas cette démarche et n'avons pas ce leadership, que l'Union africaine vienne avec un plan 2063. Pour dire la vérité, j'ai été tellement choqué. Parce que je me suis dit que le triomphe des non-panafricanistes est tellement fort et puissant
que ça devient maintenant du n'importe quoi. Dire aux Africains, nous vous avons promis le développement, la paix et la stabilité. Nous vous avons promis une intégration économique très avancée. Nous vous avons promis ceci et cela. Conséquence, de 1963 à 2013, nous avons dirigé l'Afrique sur cette base, sur ce paradigme pendant 50 ans. Les résultats sont là. Alors maintenant, nous vous disons, donnez-nous encore 50 ans, jusqu'en 2063, et on va régler tous les problèmes de l'Afrique. Alors, Carlos Lopez, qui vient de quitter la tête de la Commission économique pour l'Afrique, un frère de Guinée-Bissau, un cadre africain brillant. C'est dommage que ces textes ne soient pas encore traduits, ils sont écrits en portugais. C'est un partisan d'Amilcar Cabral, c'est un panafricaniste. Alors, on était à la réunion de New York récemment. Il dit, vous savez, j'ai l'agenda 2063, en dehors des délais et tout, mais moi, il y a une question que je trouve extraordinaire. Dans l'agenda 2063, il est dit qu'aucun Africain ne sera exclu du développement, du ceci, de la prospérité et tout ça. Il dit donc l'agenda 2063 va nous donner une Afrique qui correspond exactement au paradis du Coran et de la Bible en 1963. Il dit que paradis du Coran et de la Bible, il y a quand même la main de Dieu. Et comme nous, il n'y a pas la main de Dieu, ici, c'est des leaders qui vont se battre, il dit, leader, vous avez un problème, vous allez être Dieu. Vous allez transformer l'Afrique en paradis en 2063, où aucun Africain ne va plus souffrir, chacun est logé, chacun est nourri, chacun vit dans un environnement sain, chacun est véhiculé, chacun a tout ce qu'il faut. Il dit, bon, moi j'y crois. Et tout le monde a rigolé quand il a dit j'y crois. Alors moi, ce que j'ai dit par contre, j'ai demandé aux dirigeants africains qui nous ont écrit un plan 2063 de signer au bas du plan leur engagement d'être là en 2063, à l'heure du bilan, pour qu'on puisse leur dire bravo ou bien vous nous avez trompés. Comment est-ce qu'on peut écrire un plan de 50 ans? Et quand je vois les dirigeants africains adhérer au plan 2063, ceux qui parmi eux ont 65 ans ou 60 ans, à la limite le président du Sénégal qui a 50 plus 1 an ou 2, peut-être que lui il peut adhérer. S'il a la chance d'être là en 2063, il aura peut-être 100 ans, 102 ans. Peut-être que lui il peut être témoin, mais les autres, comment ils vont faire? Ceux qui ont Mugabe, s'il adhère au plan, il a 93 ans. Ceux qui ont fait adopter le plan, pour l'essentiel, ils ont 60-65 ans. Dans 50 ans, est-ce qu'ils seront là pour qu'on fasse le bilan? Donc moi, je trouve qu'on a un sérieux problème. Et j'ajoute maintenant l'autre problème, qui est une préoccupation. Je n'ai rien contre les plans Sénégal émergent, Côte d'Ivoire émergent, Gabon émergent, Congo émergent, Mali émergent, Guinée émergent. Le problème que j'ai, c'est qu'on a vu quelque chose qui était très proche de ça, c'est les plans d'ajustement structurel, qui sont venus comme une traîne de poudre se faire adopter par tous nos pays. Et pendant 10 ans, ils nous ont mis la ceinture, très serrée. On a souffert. Certains de nos cadres intellectuels ont dénoncé ces plans. La conséquence de tout cela, ça a été quoi? Que plus tard, la Banque mondiale, le FMI et certaines institutions ont écrit pour présenter leurs excuses à l'Afrique. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça. Ils ont accepté que c'était la décennie perdue du développement, the lost decade of development, la décennie perdue de... Est-ce que nous, on avait le luxe de perdre 10 ans dans le développement de l'Afrique? Ils le reconnaissent que leur politique était erronée, était injuste. Aujourd'hui, tout d'un coup, on est tous passés maintenant à la mode émergence. Émergence, et maintenant, les pays font le choix. Côte d'Ivoire, c'est 2020, dans 4 ans. Le Gabon, je crois, c'est 2025 ou 2030. Il y a un autre pays qui est 2030. Sénégal, c'est 2035. Chacun donne rendez-vous à son peuple pour l'émergence. Et moi, ce qui me gêne dans ces plans, c'est deux choses. En dehors du fait que j'ai peur d'un phénomène de mode et j'ai peur de cette histoire d'ajustement structurel qu'on nous ramène plus tard, ce qui m'inquiète, c'est que moi, les plans que j'ai vus qui ont marché en Corée, en Malaisie et ailleurs, ont été rédigés par les Malaisiens et les Coréens. Et dans leur langue en plus, comme disait Cheikh Anta Diop. Je ne connais aucun peuple qui s'est développé dans la langue d'autrui. Ça a été écrit dans leur pays par leurs experts. Nous, on a des plans dont des cabinets se réclament être les auteurs. C'est un problème.
Deuxième problème, pour moi, tout plan qui ne règle pas ou qui ne prend pas en charge la fragilité intrinsèque, congénitale de nos États et qui ne conçoit pas le développement du Sénégal dans le cadre ouest-africain, tout au moins, avec le marché CEDEAO, le marché, etc., et qui ne développe pas la théorie de l'intégration, pas l'intégration économique sous la forme que l'on connaît, étapiste, etc., qui n'a pas donné les résultats, mais dans la volonté d'aller ensemble, de mutualiser, ces plans-là, à mon avis, connaîtront de sérieux problèmes dans les années à venir. Autre point sur lequel je voulais peut-être insister, c'est qu'en dehors de tous les défis qui n'ont pas été relevés par les États africains, je me suis permis, et c'est intéressant parce que je n'ai pas encore été critiqué, et je croyais que j'allais avoir une pluie de réactions quand j'ai dit que le bilan de l'OUA est extraordinairement mitigé. Sur 50 ans, en 2013, sur les 6 objectifs de l'OUA, il y a un seul qui a été atteint. Un seul. C'est réussir la libération complète du continent, la décolonisation complète et la fin de l'apartheid. J'ai dit sur tous les autres points, paix et stabilité, développement économique, unité, libre circulation, tout ce qu'on veut, on n'a pas réglé tous ces problèmes. Donc c'est gênant qu'une grande organisation ne règle qu'un problème sur 5 à 6 objectifs majeurs. Et l'objectif des États-Unis d'Afrique, il est nulle part. Alors, en dehors de ça, on prend tous les autres défis du développement que j'ai énumérés et je pose la question. Voilà un nouveau défi qui vient bousculer tous les autres défis et qui prouve encore une fois la nudité, la vulnérabilité de nos États. C'est le défi sécuritaire. L'Afrique, je prétends, et c'est avec une grande tristesse, que les terroristes, les djihadistes, qui sont aujourd'hui des PhD, des masters, des docteurs, des informaticiens, des gens brillants au demeurant, ils ont fait le même calcul géopolitique que tout le monde. Ils disent pourquoi aller se battre, essayer de poser des bases dans des pays où on va débusquer, on va être... Allons en Afrique. Et l'Afrique est en train de devenir progressivement, de déplacer l'épicentre du terrorisme mondial du Moyen-Orient vers l'Afrique, particulièrement vers la zone du Sahel. Et vous savez ce que nos amis occidentaux ont fait en Libye. Et la conséquence est là. Et aujourd'hui, vous prenez cette situation avec Daesh qui essaie de s'installer en Libye, AQMI qui était déjà au Mali et dans le Sahel, Boko Haram côté Nigeria, les Shabab côté Somalie, Kenya. Et nous avons fait le calcul au niveau de notre institut. Il y a 22 pays africains qui sont directement affectés par le terrorisme. 22. Alors, ça pose problème. Tous les pays du Maghreb, tous les pays du Sahel, et ensuite le pourtour du bassin du lac Tchad, ensuite les pays de l'Afrique centrale, 22 pays sur 54. Donc, aucun de ces pays, le géant nigérian l'a prouvé, ne peut prendre en charge le défi sécuritaire moderne qui inclut et le terrorisme et ce que nous appelons l'économie criminelle. L'économie criminelle, c'est les trafiquants, les narcotrafiquants, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, les otages. Et cette économie criminelle existe tellement que ces gens ont incrusté nos administrations de douane, de police, ils sont partout. Et ils ont le relais. Et dans certains pays, les bâtiments poussent comme des champignons. Les constructions sont très, très notoires. Et l'Afrique de l'Ouest a trouvé la parade en disant « Oui, nous avons un État narcotrafiquant, c'est la Guinée-Bissau. » Mais c'est tellement commode d'accuser un seul pays et de mettre tout sur son dos et de dire que nous autres, nous sommes bien. Je n'y crois pas du tout. Ce qu'on a découvert dans le désert malien, un moment, avec Air Cocaïne, les avions qui circulent, l'avion qui a été arraisonné en Sierra Leone, qui venait régulièrement. Chaque semaine, l'avion venait et partait. Jusqu'au jour où quelqu'un a eu la curiosité de dire « Mais cet avion-là, c'est quoi ?» Il est allé vérifier et on a trouvé de la drogue, qu'est-ce qu'on dit, hein? De l'héroïne, hein? De la cocaïne et de l'héroïne que ces gens-là étaient en train de faire. Et ils ont déplacé le centre d'opération de l'Amérique latine vers l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et je dis que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent se soucier de l'infiltration de l'économie criminelle et ne pas accabler la Guinée-Bissau pour se défausser et régler leurs problèmes. C'est beaucoup plus sérieux que cela. Donc voilà la situation sécuritaire. Aucun de nos pays n'a les moyens individuellement de régler le problème. Et un pays comme le Tchad
a beaucoup apporté au Mali, a quelque part sauvé l'honneur des pays d'Afrique, parce qu'en envoyant 2000 de leurs soldats et en les envoyant directement dans les montagnes des Iforas, ils ne les ont pas envoyés ni à Bamako, ni dans les villes, ni dans les boîtes de nuit. Ils les ont envoyés aller au combat. Et ils ont perdu beaucoup d'hommes. Et ils ont versé leur sang pour l'Afrique. C'est comme ça ce que nous voyons, nous, ce que nous appelons la mutualisation. Nous n'avons pas trop de moyens, mais le peu de moyens que nous avons, utilisés intelligemment, mutualisés, nous pouvons nous défendre. Personne ne viendra, personne, ni les États-Unis, encore moins la France, qui n'est pas une puissance comme les États-Unis. Quel que soit l'apport que ces pays peuvent avoir pour nous, l'Afrique ne peut pas et ne doit pas sous-traiter sa sécurité avec des amis et des partenaires extérieurs. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nos soldats sont héroïques, ils sont braves. Avant-hier, j'étais triste, comme vous tous, d'apprendre qu'ils ont attaqué un camp militaire encore, un camp de réfugiés. Ils ont pris 22 soldats nigériens, vous les mettez à genoux, un par un, une balle dans la tête. 22. C'est une horreur. Et c'est des choses qui se répètent. Avant ça, ils avaient attaqué un camp militaire, ils avaient tué une trentaine de soldats nigériens. Donc, ils essaient de voir ce qu'ils pensent être le maillon faible, le pays peut-être le moins équipé, ou etc., et ils vont attaquer. Donc, comment nous, Africains, comment nous allons faire face aux défis sécuritaires en dehors de tous les autres défis? Et c'est là où nous avons proposé la création de bases militaires panafricaines. Alors quand on l'a dit, oh, ils reviennent encore avec le panafricain. Quelle base militaire panafricaine? D'accord. Mais la conséquence, c'est quoi? Ils ont fait la base, ils ont refusé de l'appeler base militaire panafricaine parce qu'ils l'ont appelée force multinationale, internationale, je ne sais pas quoi. D'accord. L'essentiel, c'est que ce soit opérationnel. Si les Américains peuvent avoir des bases chez nous, les Français peuvent avoir des bases chez nous, pourquoi les Africains ne peuvent pas prendre dans les élites, soldats d'élite de leur pays, prendre des contributions de 1000 soldats, 1000 soldats. Si vous avez 10 000 soldats d'élite bien équipés, avec des drones, des avions, des forces spéciales, ces gens-là peuvent aller débusquer les gars. Parce que nous sommes dans la posture où on nous attaque, on fait un deuil, on fait des discours, après on attend la prochaine attaque. Il faut aller les trouver là où ils sont. Et pour aller les trouver là où ils sont, si tu vas avec un revolver ou MAS 36, manufacture d'armes de Saint-Étienne, modèle 1936, tu n'as aucune chance de revenir. Tu n'as aucune chance de revenir. Ils ont des armes hyper sophistiquées. Et il y a des pays qui leur fournissent armes et argent, et on le sait. Donc les amis, la question de la sécurité est devenue un enjeu fondamental pour l'Afrique. Donc, je ne veux pas abuser de votre gentillesse, parce que je sais que vous m'écoutez, il y a des... Et moi, comme la machine a chauffé maintenant, j'ai des problèmes pour m'arrêter. Mais je vais quand même dire pourquoi maintenant, après avoir dit tout cela, je reste, comme disait l'autre, pas un afro-optimiste ou un afro-pessimiste, mais un afro-inconditionnel. C'est-à-dire, quand j'entends des dirigeants occidentaux dire que l'Afrique est l'avenir stratégique du monde, ils ont tellement raison. Ils ont tellement plus de données sur nous, sur l'Afrique. Vous savez que les terres africaines aujourd'hui sont prisées pour des raisons diplomatiques, qui sont en train d'acheter à tour de bras des terres africaines. Acheter. Ils ne louent plus, ils achètent. Ils sécurisent leur futur. Nous sommes le continent le mieux doté en termes de qualité de la terre, en termes de ressources hydriques du monde. Avec 1 milliard d'habitants qui vont tourner d'ici 2040, disent-ils, entre 2040 et 2050, à 2 milliards d'habitants. Et 2 milliards d'habitants, pour les supporter sur le continent africain, multiplié par 3 repas par jour, c'est 6 milliards de repas à préparer par jour. Ça veut dire que le défi est immense au plan agricole, au plan des ressources hydriques. Moussa Seck, dont je parlais tantôt, nous dit que malgré tout cela, la chance de l'Afrique est d'être le seul continent au monde divisé par l'équateur en deux, où on peut faire toutes les cultures du monde pendant 6 mois, et après on va de l'autre côté, on continue ces mêmes cultures, et les cultures qui étaient là-bas, on le fait de l'autre côté ici. L'Afrique peut produire 2 fois dans l'an, au minimum, ce que les autres continents ne peuvent pas faire. Non seulement on peut nourrir tous les Africains, mais à la limite, on peut nourrir le monde entier. Mais c'est là où on a le plus faim. C'est-à-dire, une fois, je disais à Moussa, comment les Africains sont arrangés pour avoir faim, il a ri pendant 1 semaine. Chaque fois, comment on s'est arrangé pour avoir faim? Oui, parce qu'avec ce qu'on a,
Et je l'ai dit une fois aussi que l'Afrique était un don de Dieu. Ça a plu aux jeunes. J'ai dit que l'Afrique était un don de Dieu parce que c'est comme si Dieu avait tout arrangé pour nous, tout, soulevé, comme disait Baaba Maal, la terre de l'Afrique et tapissé de diamants, d'or, de cobalt, de colt, tout, et puis poser la terre dessus. Et donc, qu'est-ce qui reste? Est-ce que nous voulons que le bon Dieu maintenant vienne ici et faire de l'administration directe? Ou bien est-ce que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, à comprendre ce que nous avons et ce que nous devons faire avec? C'est ça un peu le défi, parce que pour développer l'Afrique, leadership, c'est important, et ça va être un grand combat, parce que, voilà quoi. Deuxièmement, les ressources naturelles, elles sont immenses, et les ressources humaines. Aujourd'hui, on a 2 atouts. Les jeunes, le continent le plus jeune du monde. Le continent le plus jeune. L'Europe a vieilli, l'Amérique a vieilli, l'Asie a vieilli. Il n'y a que l'Afrique qui rajeunit, par le miracle du bon Dieu. Je dis par la grâce de Dieu, il n'y a que l'Afrique qui rajeunit. Donc nous avons cette jeunesse qui a un formidable potentiel de développement. Et qu'est-ce qu'on en fait? On gaspille cette jeunesse, on les jette à la mer, on les jette dans le désert, on les maltraite, on fait des crises de l'éducation pendant des années où ils n'ont plus aucun espoir, aucune chance de se former. L'école devait être le lieu, pas de nivellement, mais d'égalité des chances. On est dans une famille pauvre, on traverse l'école de la République et on devient ingénieur, on devient ceci, on devient cela, et on tire toute sa famille, on investit dans l'éducation des autres jeunes, et cette famille rejoint la classe intermédiaire ou la classe moyenne, etc. Donc on a cette jeunesse, on a ce potentiel. Deuxième atout de l'Afrique, c'est que nos cadres sont les plus compétents parmi les plus compétents parce qu'ils sont africains, ils sont obligés de faire leurs preuves plus que les autres, à la NASA, au Canada, en Europe, partout, à Airbus Industries, je vois des jeunes Sénégalais, des jeunes Camerounais, des médecins du Malawi qui occupent un quartier de Londres où il y a plus de médecins originaires du Malawi que tous les médecins au Malawi. Nous avons des cadres qui font des neurosurgeons, qui opèrent les cerveaux aux États-Unis, partout. Extrêmement brillants. Un pays comme le Sénégal. J'ai fait le pari, ayant été ministre des Sénégal de l'extérieur, que nous avons entre 3 et 4 millions de Sénégalais à l'extérieur. Et ce n'est plus l'émigration d'antan, où ils allaient faire, comme on dit, les petits métiers, etc., les éboueurs et tout. C'est une émigration éminemment intellectuelle, éminemment cadre. Au moins la moitié sont dans des postures de cadre. Mettons, on prend l'échelle la plus basse, c'est 3 millions. Et quand je dis 3 millions, certains trouvent que c'est beaucoup, ce n'est pas vrai. Gambie a 450 000 Sénégalais. On a déjà pris presque une partie. 450 000 Sénégalais déjà en Gambie. Et vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez partout en Afrique. Après, vous allez jusqu'en Alaska, vous trouvez des Sénégalais. Ils sont partout. Alors, sur ces 3 millions, si le Sénégal pouvait attirer 10%, ça fait combien? 300 000 qui reviennent au pays. Si c'est trop, on prend 1%. Ça fait 30 000 cadres qui reviennent. Si c'est trop, on prend 0,1%. Ça fait 3 000 cadres qui reviennent. Mais on ne l'a pas fait. L'Afrique, le Sénégal et l'Afrique n'ont pas exploité l'immense potentiel de leur diaspora. Ceux qui ont été formés ou ceux qui sont formés à l'extérieur, nous ne pouvons jamais les former en une génération ici en Afrique, vu le niveau de délabrement et de manque de ressources de nos institutions de formation, qui étaient parmi les meilleures au monde. L'école de santé de Dakar pouvait être la première école de santé en Afrique. Elle l'est peut-être même déjà. En tout cas, les gens ont beaucoup de respect pour cette école. Si on avait des moyens renforcés, parce que chaque pays d'Afrique ne pourra pas avoir toutes les écoles dont il a besoin. École d'ingénieurs, école d'agronomie, école de santé, ce n'est pas possible. Mais on peut avoir des écoles nationales et des écoles panafricaines. On peut le faire au plan de l'éducation dans chacun de nos pays. Donc, mutualiser, encore une fois, c'est prendre ce qu'on a, le mettre en commun pour sakanalko, comme disent les Wolofs, pour lui donner un peu plus de poids, un peu plus de ressources. Donc, au total, nous avons les solutions entre les mains. Il nous manque la volonté politique, il nous manque le leadership, il nous manque la vision. Mais ce dont je suis absolument convaincu, c'est que les jeunesses africaines ne se laisseront pas faire indûment encore pendant des générations. L'Afrique va bouger, l'histoire de l'Afrique va s'accélérer. Il n'y a aucun peuple qui s'est réveillé, qui a réglé ses problèmes sans accélération de l'histoire. Mandela a accéléré l'histoire de l'Afrique et de l'Afrique du Sud parce qu'il a tenu bon jusqu'au moment où ce que personne ne pensait. Dans les années 88, 89, si vous faisiez un sondage, aucun Africain, en tout cas 5
peut-être 5% ou 10% étaient confiants. Tout le monde pensait que Mandela allait mourir en prison. Il n'est pas mort en prison. Il est sorti, il a été président de son pays, il a fait un mandat, il a eu la sagesse de dire que j'ai déjà beaucoup fait pour mon pays, je m'en vais. Un mandat. Quand je dis un mandat, c'est que vous connaissez la bataille des 3 mandats, des 4 mandats, ce que ça a fait à l'Afrique. Et ensuite, si Barack Obama écoutait les pessimistes, il ne se présenterait jamais à la tête des États-Unis. Les gens disaient que c'est trop tôt, ce jeune-là, il est trop ambitieux, c'est trop tôt. Il n'a jamais cru que c'était trop tôt, parce qu'il pensait que l'histoire peut s'accélérer. Donc moi, je suis convaincu que l'histoire de l'Afrique va s'accélérer, et ça va nous surprendre, et j'espère que quand elle va s'accélérer, on aura tous une ceinture de sécurité, et qu'on va bien s'accrocher et aller avec l'Afrique vers le progrès. Merci beaucoup.